Vive la CAN sur NCTV, notre commune TV. On s'intéresse donc à cette cérémonie d'ouverture qui a eu lieu il y a quelques heures du côté du Maroc, voilà, pour la 35e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, messieurs, je suppose que vous avez vécu, comme tout bon passionné de football, vécu cette cérémonie d'ouverture avant de s'intéresser au match. Qu'est-ce qui vous aura marqué pendant cette cérémonie ? Moi, je dirais tout simplement qu'il y avait pas mal de couleurs. C'était une cérémonie avec beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière. Vous savez, les cérémonies d'ouverture des compétitions aujourd'hui, c'est beaucoup de technologie. Ouais. On est un peu passé l'étape où il y avait beaucoup de danses, beaucoup de choses qu'on travaillait, les chorégraphies sur le terrain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui entrent en jeu, beaucoup de lumière, beaucoup d'autres designs. Donc, je pense pour moi, qu'on a comme l'impression qu'on a pratiquement les mêmes cérémonies à chaque fois, avec beaucoup de lumière, beaucoup de trucs. Donc, la cérémonie d'ouverture, franchement, j'ai pas vu trop d'innovation, trop de choses que je peux dire que bon, voilà la particularité du Maroc. S'il faut peut-être comparer au Cameroun ou à la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire c'était plus réaliste. Au Cameroun, on était plus dans la réalité, mais pour le Maroc, c'était un peu trop de fiction, trop de lumière. Bon, en fait, c'est mon avis. Alors, coach Zidane, qu'est-ce qui vous aura marqué pendant cette cérémonie, si vous l'avez regardé? Parce que je sais que vous êtes beaucoup plus... vous aimez beaucoup plus le football, le terrain. Oui, bon, maintenant il faut saluer l'organisation déjà, c'était bien, le timing, tout le protocole. Après, je suis entièrement d'accord avec Roméo parce que c'était un peu plus de la haute technologie. Et puis il faut quand même dire que le Maroc, c'est en Afrique, mais c'est un pays très très développé. Aujourd'hui, les gens suivent les normes. On est en 2025, les gens sont dans la haute technologie. Et je pense qu'ils ont misé dessus, contrairement par exemple aux pays du sud du Sahara. On parlait tout à l'heure du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, le Gabon. Donc nous sommes un peu plus culturels sur le plan humain, sur le plan de nos coutumes. Et vous voyez par exemple, tout récemment, la finale de la Coupe du Cameroun, c'était plus de personnes, c'est dansant, voilà, c'est exactement, c'est notre culture. Mais au niveau du Maghreb, ils sont un peu plus dans la haute technologie, le haut développement. Oui. Moi, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et puis, mais voilà, on va respecter. Chaque fois que ce sera en Afrique noire, on va se retrouver avec des événements un peu plus traditionnels, un peu plus humains. Et quand on sera dans les pays plus développés, on sera un peu plus dans la haute technologie. D'accord. Il pleuvait, si vous avez constaté. Est-ce que ça ne relance pas le débat sur la périodicité de la CAN, et notamment que la CAN se dispute non pas en janvier, février comme d'habitude? On aura l'occasion de parler justement de la CAN tous les 4 ans. Mais est-ce que vous êtes inquiet pour la suite avec ces pluies? On parle également d'hiver un tout petit peu dans cette partie de l'Afrique en ce moment. Justement, on a comme l'impression, avec le début de cette compétition, que nous ne sommes pas en Afrique. Parce qu'on est en train de jouer une Coupe d'Afrique dans un climat pratiquement européen. Voilà. Donc on a l'impression de ne pas être en Afrique, contrairement à ce qu'on a eu l'habitude de voir, que ce soit en Afrique subsaharienne, comme le disait le coach tout à l'heure. C'était la Coupe d'Afrique qui se jouait sur un climat très chaud. On voyait des compétitions qui se disputaient. C'est vrai que le Maghreb est différent du climat qu'on trouve en Afrique subsaharienne. Mais quand la CAN se jouait quand même en mi-janvier, la CAN commençait souvent vers les 10 janvier pour s'achever mi-février également. Donc je pense qu'on n'allait pas voir ces climats-là parce qu'on est pratiquement en hiver et c'est d'autant plus que le Maroc est pratiquement proche de l'Europe, de l'Espagne et tout. C'est le climat est similaire. Donc, on a l'impression qu'on est en train de jouer, peut-être, c'est pas l'Euro, qu'on est en train de regarder. Et ça relance des débats, effectivement. Et on en parlera dans la suite et la fin de l'émission. Donc, au match proprement dit, parce que je sais que vous m'aurez envie d'en parler, de débriefer et de commenter. Vous êtes des sportifs dans l'âme et dans la pratique pour celui qui est à ma droite. Alors c'était la 4e confrontation entre les deux équipes. On en parlait déjà il y a quelques jours, avec notamment 2 victoires du Maroc et un nul pour les 3 précédentes rencontres. 4e match donc entre ces deux équipes et le Maroc s'impose 2-0 avec un peu de difficulté quand même parce que la première mi-temps a accouché d'une souris finalement malgré un penalty offert et raté. 2-0, Brahim Diaz à la 55e minute et Ayoub El Karabi 74e minute et avec un retourné acrobatique à la Patrick Magic Mboma. Oui, 2-0. Est-ce que le Maroc a confirmé son statut de favori? Oui, le Maroc a confirmé son statut de favori. On a longuement discuté de cette rencontre d'ouverture lors de la toute première émission. Et justement,
j'avais évoqué le fait que pour que le Comore s'en sort dans cette rencontre-là, c'était justement de procéder par un bloc bas, donc mettre un peu, comme les coachs aiment le dire, le bus derrière et procéder par des contre-attaques. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, surtout lors de la première mi-temps. Ça a donné l'impression de marcher. Il est bien vrai que le Maroc a eu 3-1 penalty, malheureusement ils n'ont pas concrétisé, mais ça a un peu marché lors de la première mi-temps. Mais déjà au retour des vestiaires, je pense que le coach Ouedraogo a dû remonter un peu les bretelles de ses joueurs, parce qu'on a constaté quand même, ce que j'ai remarqué lors de cette première mi-temps, c'est que le Maroc conservait trop le ballon. Quand Brahim Diaz par exemple pouvait faire, il tournait sur lui, donc il y avait des difficultés à faire circuler le ballon, à faire passer le ballon, donc chacun voulait un peu montrer de quoi il est capable, puisque c'était un match d'ouverture, il y avait le public, il y avait le monde, chacun voulait montrer un peu de quoi il est capable, il n'y avait pas de circulation, ils n'étaient pas en difficulté. Mais dès le retour des vestiaires, je pense que le but inscrit justement par le même Brahim Diaz a un peu libéré, je peux dire, parce qu'il faut le dire, c'est jamais évident d'aborder une rencontre d'ouverture. Il y a énormément de pression, on se pose énormément de questions. Et surtout en tant que pays organisateur, justement, la préparation, est-ce que ça s'est bien passé? Les premières personnes qu'on doit mettre sur le terrain, est-ce que c'est le bon 11 entrant? Est-ce qu'il y a des affinités? Est-ce qu'il y a la cohésion entre les différents joueurs? Je pense qu'il y a toutes ces questions-là que autant le coach que les joueurs qui sont sur le terrain se posent lors du match d'ouverture. Donc, on réfléchit beaucoup. Parfois, l'enjeu prend le pas sur le jeu. Lors des rencontres d'ouverture, c'est souvent ça qui arrive dans la finale. Je pense que c'est ça qui a un peu altéré le jeu lors de la première période, mais ils ont quand même pu rectifier le tir à partir de la seconde période. Alors coach Zidane, la composition du Maroc avec l'absence de Hakimi sur le terrain, on sait très bien qu'il apporte beaucoup sur le plan du jeu en tant que latéral droit justement. L'effectif même du Maroc sans Hakim Ziyech, que vous connaissez très bien, qui n'a pas été convoqué, et pourtant c'est un joueur star et phare, et même capitaine d'habitude de cette équipe. Vous allez certainement me rappeler aussi vous m'avez vu venir. Vous m'avez vu venir. Voilà, justement. Alors, est-ce que vous avez compris aussi quand même le choix de convoquer Hakimi et finalement qu'il ne joue pas ce match d'ouverture? Non, je pense qu'aujourd'hui, Hakimi est le tributaire d'une magnifique saison. Pour moi, il aurait été même ballon européen parce qu'un défenseur qui a marqué la bagatelle de 16 buts, délivré autant de passes de buts et qui côtoie les milieux de terrain ou les attaquants européens. Pour moi, Hakimi, au vu des 6 titres remportés par le PSG, il aurait été ballon d'or européen que ça ne forcerait pas. Et pour moi, c'est le ballon d'or africain déjà. Maintenant, puisqu'il a gagné, je pense que le Maroc est en train de lui rendre cela et il faut également dire qu'il était blessé. Donc il va rentrer dans la compétition. Ça, c'est la gestion du joueur. Bon état d'esprit, capitaine, leader charismatique du club. Il ne se retrouve pas dans des polémiques qui n'ont pas de sens. Et du coup, l'équipe a estimé qu'on va le garder au niveau de la gestion, le staff médical. On sait que le Maroc ira loin dans cette CAN et ça justifie qu'il pourra entrer peut-être à la 2e ou la 3e journée. Ça se fait, c'est un élément très important. Dans ce niveau, je pense que le staff du Maroc démontre de son professionnalisme. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de Ziyech, moi, j'aime pas trop parler de ça, mais ce n'est qu'au Cameroun que quand on laisse un joueur, les gens font des débats. Dans l'histoire du football, dans toutes les grandes nations, vous pouvez être très bon, mais si vous n'êtes pas en symbiose avec le groupe, on vous écarte. Donc, quand vous parlez des Ziyech au Maroc, on ne voit pas des gens se comporter comme on le fait au Cameroun, croire qu'il y a des rancunes, il y a des soucis. Chaque entraîneur a un vestiaire à gérer et l'entraîneur X a un groupe à gérer selon son tempérament et vous pouvez ne pas rentrer. On a vu des joueurs comme Eric Cantona, 11 d'or du côté de Manchester United, ne pas faire partie des plans d'Aimé Jacquet et l'équipe a gagné. On a vu, il y a autant de choses, je ne viendrai pas parler de ça ici, on n'est pas des gamins. Donc pour dire que l'entraîneur, le staff en place peut estimer que vous êtes bien, mais vous n'êtes pas disposé à aller dans, parce que c'était un groupe. Le plus important n'est pas un talent isolé, mais c'est de voir si ce talent concourt à l'épanouissement du groupe. Et voilà, je ne veux pas revenir sur ces intrigues-là, mais je pense que Ziyech, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans des situations où
ira pas. Mais il faut quand même rappeler que Ziyech, c'est beaucoup plus parce que sa situation en club, parce qu'il n'avait pas de club. Il est arrivé au Maroc dans le championnat. Mais c'est pour dire, c'est cette rigueur. Et pour essayer de jouer. D'avoir du temps de jeu. Il n'a pas eu de temps de jeu. Et puis comme la nation elle est compétitive, on n'a pas eu du mal à le remplacer. Voilà. Malgré son statut. Il y a une différence justement parce que là-bas, il y a une panoplie de joueurs qui peuvent prétendre à son poste. Brahim Diaz et consorts. C'est pour le talent qui manque aussi de ce côté-là. Je voulais dire quelque chose. En quelques secondes, parce que c'est le coach qui a encore la parole. Oui, mais Yann, mais je vous vois venir une fois de plus, Yann, pour dire que là-bas, vous reconnaissez que JF, grand joueur de son état, avec tout ce qu'il a fait en Champions League, il peut être laissé parce qu'il manque de temps de jeu. Et au Cameroun, on peut laisser des gens qui manquent de temps de jeu, les mêmes qui n'ont même pas réussi à nous qualifier, et on fait des réclamations pour les appeler. Non. Mais on avait un autre élément en face, ils n'ont pas pu qualifier. Une compétition, non, vous pensez que la CAN c'est le basket? C'était le football. Justement, il y a des gens qui ont réussi à nous qualifier pour la CAN, mais on les a écartés. Oui, comme Bernard Choutan qui a qualifié le Cameroun. Moi je vous ai dit, il ne faut pas jouer à ces jeux. Ça marche comme ça en football. Ça marche comme ça. Quand Aimé Jacquet prend l'équipe de France, je parle parce que je maîtrise bien cette équipe que j'ai suivie. Ce n'est pas les Zidane qui sont là. Et c'est les Nicolas Ouedek. Il y a beaucoup d'autres grands joueurs. David Ginola, le latéral qui était à Valence ici, Angloba. Ils sont écartés parce qu'ils n'ont pas pu qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde. Ce fameux match contre la Bulgarie. Oui, et on voit des gars comme Lilian Thuram à droite, Bichente Lizarazu qui part à gauche. Et la vie continue. Comment vous voulez toujours au Cameroun nous ramener en arrière? Ce n'est pas seulement au Cameroun. Vous pouvez qualifier une équipe en janvier et ne pas être dans la compétition en février. Bon, ce n'est pas un crime. Tout dépend de certaines réalités, okay. Exactement. Alors justement, les contextes ne sont pas forcément les mêmes. Il faut quand même préciser parce que si dans une sélection comme l'équipe de France en 94, 95, 96, 98, on a peut-être reproché à Ginola et Cantona des comportements qui ne permettaient pas au groupe de s'épanouir avec des jeunes qui arrivaient comme Zidane et consorts. Et que, voilà, il y avait surtout un problème entre Ginola et Deschamps, le nouveau et jeune capitaine, qui ne permettait pas la cohésion du groupe. C'est pas pareil que par exemple Vincent Aboubakar, qui était peut-être vers la porte de sortie et qui aurait peut-être mérité un hommage. Une sortie honorable. Et puis ils n'ont pas qualifié l'équipe. S'ils avaient qualifié l'équipe, je pense qu'on n'aurait pas eu la même situation. Moi, je ne pense pas que le problème, ça a été... C'est ce que je suis en train de dire. Que, écoute, je suis en train de dire ceci. Oui. On est dans le football. C'est une continuité. C'est les Lions, ce n'est pas une autre équipe. On a un challenge. Si vous avez des gars que les gens estiment que c'est les meilleurs, et vous avez un challenge sportif, qualifier l'équipe dans une poule si faible, ils n'arrivent pas à le faire. Là, vous vous inquiétez pour la CAN, qui sera plus relevée que la... Permettez-moi. Vous vous inquiétez. Pour sortir de ce sujet, parce que vous inquiétez. Moi, depuis là, je n'ai pas pris la parole. J'avais envie de réagir. Coach, si actuellement, dans les 28 Lions indomptables qui ont été convoqués, à la place d'Aboubacar Vincent, vous mettez qui a déjà fait ses preuves parmi les attaquants que le coach a convoqué pour la Coupe d'Afrique, que ce soit Eta Yon a marqué combien de buts depuis qu'il est titulaire avec les Lions indomptables. Pourquoi on écarte totalement Aboubacar Vincent? Moi, je ne suis pas dans la lecture de jeu où Aboubacar Vincent doit forcément être titulaire pour l'instant dans l'équipe nationale du Cameroun, mais il ne devrait pas être écarté pour des raisons qui ne sont pas footballistiques. Parce que je pense que Aboubacar Vincent, avec son expérience pendant cette Coupe d'Afrique, ne pouvait pas être titulaire, mais pouvait être le joker du Cameroun qui pouvait entrer même dans les 20 dernières minutes, 30 dernières minutes pour apporter quelque chose à cette équipe parce qu'il pouvait encore le faire. On l'a vu lors des dernières rencontres, malgré le fait que le Cameroun n'a pas été qualifié pour la Coupe du Monde. On a les 3 derniers matchs, c'est Eta Yon qui est titulaire à la place de Aboubacar Vincent, même un seul but n'a pas pu inscrire. Aboubacar n'a inscrit combien dans les... À chaque fois qu'Aboubacar... Et Aboubacar, non, il a inscrit combien Aboubacar n'était pas titulaire. Aboubacar a joué 90 minutes à Yaoundé et il a joué 90 minutes en Angola. On va revenir... Même quand il s'agit d'écarter un joueur, il faut qu'on nous donne des... Non, écoutez, vous allez à l'Assemblée nationale avec les députés. Écoutez, le football, c'est pas ça. Merci Cosidane, merci Roméo. Je voulais juste pour citer. Oui, juste pour citer. 5 secondes. Quand on doit écarter un joueur, oui. On accepte qu'on écarte des joueurs par rapport au comportement et tout. Mais quand dans une équipe, on écarte 5 cadres, là, ça devient problématique. C'était moi 5 cadres. Bon, les compétitions, c'est également des choix, mon cher coach Zidane, et c'est également important d'avoir ce que je voulais dire. Ziyech a été écarté. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Au Maroc, ça ne fait pas trop de bruit. Et justement, moi, je pense qu'on est en train de se tromper. Le football, ce n'est pas l'Assemblée nationale où on vient de discuter les lois.
Le foot, vous mettez un mec, il choisit les hommes avec qui il va à sa mission. Et je vous dis, on a vu avec Hugo Broos qui est parti avec une équipe lambda. Et il a pris des risques. Et il a écarté certains joueurs qui ont été écartés actuellement. Peut-être vous oubliez que André Onana avait été écarté. En 2017. Il avait refusé de... il avait refusé, ok. Il se concentrait sur l'Ajax. Ok. Revenons vraiment sur le Ok, pour dire que quoi? Pour dire que... Parlons de l'équipe qui est en place. Oui. Et arrêtez de parler de ceux qui ont été écartés. Parce que ceux qui ne les ont pas pris... Coach Zidane, revenons sur on parle de la CAN, s'il vous plaît. Revenons sur le Maroc. Il y a des choix forts, qui ont été également effectués de ce côté-là. Oui, parce que quand on voit Raimi titulaire comme avant-centre, notamment à la place de Youssef El Nesri, le héros qui... pour les demi-finales du mondial, notamment au Maroc. Voilà, on se dit quand même que le coach Regagui, il a de la poigne et... il n'a pas de la poigne, ils sont logiques. C'est au Cameroun que je vous dis, on marche la tête sur la... Vous pouvez être titulaire en janvier, en février, vous perdez. Je ne sais pas comment il va vous expliquer ça. Ce n'est qu'au Cameroun où les gens restent titulaires 10 ans. Le jour que vous les mettez, ça fait un débat. Et comme ça, on ne va jamais découvrir. Moi, je vous dis, j'ai la chance de jouer un peu en club avec des aînés, des gens qui ont réussi plus que nous. Vous pouvez être titulaire et qualifier l'équipe un mois après, parce que le foot a cette beauté qu'à tout moment, un talent peut éclore. Comprenez? Vous pouvez même être blessé. Vous pouvez être blessé. On appelle ça les aléas du football. Absolument. On a vu des grandes nations, on a vu des gars comme Del Piero ne peut être titulaire en 98. Mais je parle quand même de Del Piero pour ceux qui ont un peu une culture du championnat italien à l'époque. Le grand joueur de la Juve de l'époque. Mais vous arrivez et puis l'entraîneur, il fait un choix et puis il aligne carrément Roberto Baggio qui est en fin de carrière. Comme inversement. Oui. Donc pour moi, je pense que tout simplement que l'entraîneur, le football se joue au jour le jour. L'équipe nationale, c'est la crème des crèmes. Pour mériter une sélection, ce n'est pas la récompense, ce n'est pas la complaisance, c'est l'objectif à atteindre. Draghi aujourd'hui pourrait se gargariser de ce qu'il a réalisé avec le Maroc en Coupe du Monde. Mais il est en 2025. Moi, je vous dis, les grands entraîneurs ou dans les nations sérieuses, tout ce qu'on a gagné derrière, c'est fini. Zidane le disait, nous avons gagné un match. On l'oublie, on passe au prochain match. C'est pour ça qu'ils sont des grands champions. Vous restez toujours en arrière. Vous prenez des gens qui ont marqué 8 buts en 2021 et nous avons applaudi. Et vous voulez que 4 ans après, qu'on reste sur 2021. C'est énorme en football. En football, vous avez un jeune qui arrive aujourd'hui. Je vous ai pris le cas de Ribéry, qui n'avait jamais, il avait 22 ans en 2006. Il n'avait jamais marqué un but. Mais vu ce qu'il a réalisé lors de son passage de Metz à Marseille, mais pourquoi on l'avait convoqué? Parce qu'il était bon. Parce qu'il était bon, il brillait, il confirmait. Et il n'avait marqué aucun but, comme vous étiez en train de parler de il n'avait marqué aucun but. Bon. Mais à la Coupe du Monde, il a été décisif contre l'Espagne. Voilà, et il n'est pas dans on est d'accord, mais bon. Parce que Ribéry était beaucoup plus ailier. Alors, ce match du Maroc contre les Comores, a notamment mis en lumière, en exergue, une domination sur le plan de la possession. On s'attendait à cela, c'est-à-dire que par exemple, en termes de jeu, coach, on s'attendait à cela, on s'attendait à ce que le Maroc garde le ballon, et la possession, mais quand même 11% contre 29% seulement, 15 tirs, 7 tirs cadrés. Pour 2 buts, mais 2 buts en deuxième mi-temps, deuxième période. Est-ce que vous avez à un moment donné douté de ce Maroc-là? Oui, je pense que vous l'avez signalé tantôt. Déjà, les matchs d'ouverture sont très stressants parce que c'est les matchs les plus regardés. Et généralement, la nation qui est le pays organisateur, ils sont dos au but parce qu'au-delà même de l'adversité physique, il y a la pression, les familles, tout le pays, les médias, et les joueurs sont stressés. Quand vous regardez le match proprement dit, le Maroc avait la maîtrise du jeu, mais un peu de précipitation. Cette précipitation vient du fait que chaque joueur est en face de lui et il est jugé par toute la nation. Parce que les places doivent se mériter. Et ça peut créer un stress qui fait que les joueurs ne sont pas dans leur assiette. Mais quand vous regardez l'évolution du jeu, il faut saluer cette équipe des Comores parce qu'ils ont également fait une très belle prestation. Ils ont réussi à tenir. Maintenant, le coaching payant, ça il faut le signaler. C'est ça la gestion d'un groupe. Parce que c'est lors des remplacements que le Maroc a su prendre. Et c'est aussi ça, les grands entraîneurs. Vous pouvez mettre une équipe sur le terrain pour épuiser l'adversaire et vous faire entrer 1, 2, 3 éléments pour venir finir le travail. Donc c'est la gestion d'un groupe. Le Maroc a été en difficulté parce qu'en face, il y a une équipe des Comores qui était bien organisée. D'origine italienne. Exactement. Et qui a porté cette culture italienne, mais à l'usure.
à l'usure, face au rouleau café, quand vous atteignez 71% de possession, mais je vous dis, la Juventus l'a pratiqué dans les années 2000 avec Marcelo Lippi, on vous met à l'usure. Si une équipe, le Barça l'a fait avec Pep Guardiola dans les années 2006, 2007, parce qu'après FH4, c'est Guardiola. On vous met à l'usure, vous atteignez les 71%, vous êtes épuisé physiquement. Parce que quand une équipe atteint les 70% de possession, vous souffrez énormément, vous. On vous fait courir et à un moment, ça va lâcher et les espaces vont se créer et les buts vont venir. Donc, c'était la stratégie, ça a payé. On ne peut que parler du coaching payant de Redragui qui est en train de faire un magnifique travail depuis qu'il a pris la sélection marocaine. Parce qu'il faut dire, justement, quand il parle de coaching payant, il y a quand même El Kaabi qui entre en seconde période et qui nous met ce magnifique retourné. Ce magnifique but, voilà. Magnifique but, hein. Parce qu'il faut dire que dans la hiérarchie, carrément, il y avait un attaquant comme avant-centre Raimi, titularisé en lieu et place de El Kaabi et de El Nesri. El Kaabi. C'est d'abord El Kaabi qui entre en jeu. Ne dites pas que je vous coupe. Sachez également, il y a un petit détail. Un joueur peut être titulaire, mais pour la circonstance d'un match, l'entraîneur peut décider par rapport à la force à la baisse de choisir un autre profil, quand le groupe est sain. Alors justement, coaching payant, est-ce que pour le deuxième match, vous mettriez El Kaabi à la place de Youssef El Nesri ou bien à la place de Raimi? Non, ça va se discuter. Mais déjà, il faut noter qu'au niveau de l'attaque, le coach Redragui a un problème de riche. Voilà. Donc, il a tellement d'attaquants qui sont en plus en forme dans les différents clubs et qui marquent beaucoup de buts. Il y a Nesri, comme tu le disais, qui a fait ses preuves pendant la Coupe du Monde. Il est bien vrai qu'en ce moment, il n'est plus dans un grand club UP en Europe, mais néanmoins, il reste un attaquant très percutant qui peut marquer à tout moment. Kaabi, qui est entré hier et qui a fait le retourné, a peut-être encore mis davantage le coach Redragui dans une situation. Là, il va se poser est-ce que je dois continuer lors du prochain match avec Raimi comme titulaire ou bien je mets Kaabi comme titulaire? Donc, il y aura tous ces problèmes-là que le coach Redragui doit résoudre. Mais je ne pense pas pour moi, personnellement, que c'est un problème à résoudre, c'est un problème de riche. Donc, quel qu'en soit le joueur qui va mettre, je pense qu'il va apporter quelque chose, il va briller. Parce que comme le coach le disait tout à l'heure, on sait qu'ils sont en train de jouer à domicile. Ils ont à cœur de remporter la CAN. Il y a des pays qui organisent la CAN. Ils sont en train de jouer à domicile, mais dès le départ, ils ne sont pas les favoris. C'est le pays organisé parmi les favoris. Mais non seulement le Maroc organise la CAN, mais le Maroc est le favori numéro 1 de cette CAN au regard non seulement de leur palmarès, de ce qu'ils sont en train de faire actuellement, au regard des joueurs qu'ils ont, au regard, je ne sais pas, même des infos, pratiquement tout, ils sont favoris dans cette CAN-là. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'un joueur marocain sera sur le terrain, je pense qu'il voudra se donner à 100%. Même celui qui n'était pas très en forme en club va se donner à 100% dans l'équipe nationale du Maroc. On a vu par exemple Brahim Diaz. Oui. On sait qu'au Real de Madrid en ce moment, il n'est pas en difficulté avec l'arrivée du nouveau coach. Il n'est pas en difficulté. Il ne joue pratiquement pas, contrairement avec même l'ancien coach où il avait quand même des apparitions. Avec Ancelotti, il avait quand même des apparitions avec le nouveau coach, le nouveau entraîneur du Real de Madrid, Xabi Alonso, il est un peu en difficulté. On a vu la même chose avec Mazraoui qui joue à Manchester United. Pour le moment, il n'est pas très en forme. Mais hier, j'ai pratiquement vu Mazraoui des Bayern que Manchester allait chercher. Donc, qui est à l'origine de la passe décisive du premier but. Et même pendant tout le temps, c'était très bon. Je pense que quel qu'en soit l'attaquant que le coach pourra mettre comme titulaire lors de la prochaine rencontre, je parie qu'il donnera le meilleur de lui-même parce qu'il sait que derrière, il y a une autre personne. Si il ne performe pas, derrière, il y a une autre personne qui va venir faire la performance. Coach Zidane, le Maroc affronte dans les prochains jours le Mali. Ce sera sur le 26 décembre, le 26 jeudi. Voilà. Alors, avec ce que vous avez vu pour sortir du débrief du match du Maroc contre les Comores, avec ce que vous avez vu, il y a eu quand même la sortie de Raïs sur il était bien remplacé. On sait qu'Hakimi indisponible, Mazraoui, comme le disait si bien Roméo, il fait le travail, il fait le boulot. On sait que le terrain, il y a des joueurs qui sont interchangeables. On sait qu'en attaque, il y a une flopée pas des superstars du football international, mais des joueurs qui peuvent faire le travail. Est-ce que ce Maroc-là, avec son 11 entrant et son banc, la profondeur du banc de touche et son coaching, peut aller très loin, peut remporter cette édition, parce que le Maroc court depuis 16 derrière une autre CAN, une deuxième CAN. Cette équipe est passée tout près
de remporter une deuxième CAN en 2004. Malheureusement, la Tunisie les a battus en finale. Est-ce que le Maroc, c'est l'année ou jamais? Bon, après le football, malheureusement, c'est pas une science exacte. Hein. On peut être meilleur et ne pas remporter. Mais une chose est sûre, c'est que de manière très simple, de manière très logique, le Maroc va favori. Je pense qu'on l'a dit, c'est la nation qui a su travailler le nouveau cycle. Parce que le football, c'est des cycles. Hein. C'est des cycles qui vont sur 5, maxi 10 ans. Et après, vous perdez votre domination parce qu'il faut une conjonction de deux éléments. Des meilleurs talents et une bonne politique. Le Maroc aujourd'hui a cette conjonction. C'est-à-dire que les dirigeants du football marocain ont mis sur pied au niveau de la DTN et même de la politique ministérielle, développer le football parce qu'il brille dans toutes les disciplines. Ça, on l'a vu et dans toutes les catégories. Ils ont tout remporté. Ça, c'est au niveau de la politique. Maintenant, l'état d'esprit des joueurs. Donc, malgré cela, on peut ne pas remporter. Ce ne sera pas une fatalité. Mais le plus important... Parce qu'il faut rappeler qu'ils sont sortis en 8e de finale lors de la dernière CAN. Carrément. C'est ça. Et c'était quasiment le même coach et le même groupe. Pour dire que quoi? On peut avoir la meilleure équipe possible et ne pas gagner. Il y a des aléas. Vous pouvez avoir un jour sans. Vous pouvez prendre un carton. Pour avoir... Mais de manière logique, comme je le disais, le Maroc va largement favori. C'est l'équipe qui remporterait n'aurait pas volé. Et ceux qui remporteraient aussi, si d'aventure ce n'était pas le Maroc, ce serait le football. Ce sport qui peut créer des surprises. Donc voilà, au risque de me répéter, je pense que c'est la meilleure équipe que nous avons sur la main. Et je pense que même en termes de production de jeu, parce qu'au-delà même de l'enjeu, il y a la production du jeu qui est un facteur de garantie, un facteur de crédibilité pour une nation. C'est l'équipe qui est stable dans tous les compartiments. Pour sortir, rapidement coach, pour sortir, ce Maroc-là, que vous avez vu il y a quelques heures face aux Comores, il faut rappeler quand même que les Comores aussi se sont bien battus face aux Lions, c'est notable, il y a quelques années, c'était en 2022 au Cameroun, 2-1, avec un gardien qui était finalement un joueur de champ, mais qui a dû jouer au jeu parce qu'il y avait encore la crise du Covid, il y avait des joueurs qui étaient suspendus. Voilà, Alors, on va sortir de ce sujet concernant le match du Maroc contre les Comores. Mon cher coach Lutin Gampé, alias coach Zidane, le Maroc que vous avez aperçu il y a quelques heures face aux Comores, les Comores que nous avons battus aussi difficilement en 8e de finale de la CAN 2021, disputée en 2022 au Cameroun. On se rappelle que voilà, le gardien avait été forfait pour cause de Covid et que finalement c'est un joueur de champ qui s'était essayé dans les buts. On avait battu 2-1. Alors est-ce que ce Maroc-là qui a battu ces Comores 2-0 face aux Lions à notable du Cameroun, quel score est-ce que vous envisagez? Quelle issue vous envisagez? Est-ce que le Maroc peut battre les Lions à notable du Cameroun ou l'inverse? Non, je ne sais pas pourquoi faire le lien avec le match des Comores. Je pense que si vous posez la question à savoir entre le Maroc et le Cameroun, la question est simple. Ouais. Ça n'a aucune corrélation avec les défaites ou les victoires antérieures des deux nations. Maintenant, ce que moi j'ai envie de dire, c'est qu'il est clair que le Maroc est supérieur présentement à l'équipe des Lions parce qu'au-delà même de la performance sur le stade, il y a l'organisation, il y a l'état d'esprit et il y a le nombre de joueurs, la confiance, la complicité, la cohésion. Et puis ça, il faut le dire, le Maroc gagne. Les Lions ne gagnent pas. Ça fait partie des éléments qui concourent à renforcer les qualités. Maintenant, le football étant ce qu'il est, une victoire des Lions sur le Maroc serait un exploit. Mais une victoire du Maroc sur le Cameroun ne serait pas un exploit. Serait logique. Serait logique, sauf pour ceux qui restent dans le palmarès. Mais au jour d'aujourd'hui, le Maroc est cette nation qui côtoie les grandes nations européennes, qui réussit quand même à tenir tête au Portugal. Voilà. Ça, les Lions ont fait une magnifique prestation contre le Brésil, mais après cela, on n'arrive pas à enchaîner. Sinon, enchaîner juste quand on joue le 118e, 120e, ainsi de suite. Donc, pour ne pas être long sur la question, les Lions peuvent gagner le Maroc parce qu'il y a un autre aspect qui est l'aspect mental. Le Hemley. Le Hemley. C'est suffisant pour gagner des matchs? Non, ce n'est pas suffisant. J'ai dit, c'est un critère qui est entre eux. Mais aujourd'hui, quand vous avez quand même 4 à 5 facteurs de la performance, qui sont la technique, la tactique, le physique, vous voyez, et le mental, je pense que le Maroc réunit ces éléments plus que nous. D'accord. Allez, on va sortir donc de ce sujet-là, le débrief de ce match du Maroc contre les Comores, 2-0, on l'a si bien dit. Le Maroc donc en tête de cette poule A, en attendant les matchs justement du Mali contre la Zambie. Le Maroc, lors de la deuxième journée, va affronter notamment le Mali. On va en reparler. Vive la CAN sur NCTV, notre commune TV, pour vous.